Carnet noir ou alors la nécrologie chez Cavaillé Djibril n'est plus. Et Cameroun Tribune titre sur cette information Cavaillé Djibril, les adieux. Selon le journal, la nation rend hommage à l'ancien président de l'Assemblée nationale décédé hier à Tokombéré dans l'extrême nord. À 86 ans, l'homme qui a occupé le perchoir pendant 34 ans jusqu'en mars dernier a été inhumé selon la tradition musulmane. Mutation revient sur cette information et titre série noire, Cavaillé Djibril s'éclipse lui aussi. Âgé de 86 ans, l'ex très honorable est décédé hier dans son village où il s'était retiré. En moins d'un mois, les anciens présidents du Sénat et de la Cour suprême de l'Assemblée nationale du Cameroun ont quitté la scène. La météo, titre nécrologie, Cavaillé Djibril n'est plus, ainsi que le drapeau qui revient aussi sur cette actualité. Cavaillé Djibril, le Cameroun perd un pilier de l'État. Le Cameroun est en deuil suite au décès de Cavaillé Djibril, survenu le 6 mai 2026 à Mada, figure majeure de la vie politique nationale et président de l'Assemblée nationale pendant plus de 3 décennies. Il a été inhumé dans le respect des rites musulmans en présence de nombreuses autorités. Sa disparition suscite une vive émotion et marque la fin d'une importante page de l'histoire institutionnelle du Cameroun. Well, the death of Cavaillé Djibril after he was replaced by Datio Theodore is something that people should really think a lot about. He has spent quite a good number of years in that post, and he has had a balance sheet that was quite positive according to the management of things in the country. Well, Cavaillé Djibril has been like the figurehead of institutional decisions that have taken place in the country for over the years, for over 30 years. We know I was having a conversation yesterday, something with somebody who said his name had been recited by even our children for quite a good number of years. He has made his time, and as much as he stepped down just at the moment when he was really tired already. And as God would have it, anything that happens after everything, death is an evident thing that will happen to each and every one of us. Well, we're only going to remember him for the good things that he did, for the changes that came institutionally in Cameroon, and why not leaving a legacy that is being followed up right now by Mr. Dato, hoping that the National Assembly is going to bring us better decisions in our institutions and also for our societies, for all the representatives of the upper and lower chambers of Cameroon. Une actualité qui défraie la chronique, qui prend surtout en otage tous les quotidiens ce matin. Bel hommage rendu à monsieur Cavaillé Djibril, mais surtout un rappel qui ressort à chaque fois des différentes unes, c'est qu'il aura occupé la tête de l'Assemblée nationale pendant plus de 3 décennies. En tout cas 3 décennies. Et du coup, quand on l'a entendu, on a envie de se poser la question, quel est l'héritage? Qu'est-ce qu'il laisse donc derrière? La mort est très souvent un moment difficile qui nous amène à dire bien des choses à certaines personnes aux disparus, et bien des choses, à leur rendre des hommages plutôt positif, mais c'est également pour des personnes un peu plus lucides l'occasion de se poser la question, qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux au moment où ils sont en train de partir? Peut-être c'est une question à laquelle nos gouvernants, pour la plupart, et précisément nos, on va dire quoi, l'opposition, les acteurs de l'opposition pourraient répondre. Aujourd'hui, si on leur demandait qu'est-ce qu'ils retiendraient de monsieur Cavaillé Djibril, je suis sûr que les réponses ne feront pas l'unanimité et ne seront peut-être pas à la dimension, n'est-ce pas, des beaux hommages que les quotidiens de ce jeudi sont en train de nous livrer 24 heures simplement après sa disparition et son inhumation. C'est donc un bel enseignement même pour nous autres ici sur le plateau qui sommes encore, qui avons encore la grâce du Seigneur d'être en vie lorsque nous vivons. Essayons tous de vivre une vie qui va laisser plutôt des traces positives lorsque nous allons aussi être appelés à disparaître, à ne plus compter parmi les vivants dans ce monde. Nous poursuivons avec la revue de la presse. Bien évidemment que l'âme de Cavaillé Djibril se repose en paix. L'économie, titre importation, les principaux fournisseurs du Cameroun en carburant. Le pays a dépensé près de 800 milliards de francs CFA en 2025 pour satisfaire ses besoins.
avant que je ne parle là-dessus, je ne sais pas, quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à cette activité. Voilà, il est important de rappeler que la Société nationale de raffinage, Sonara, est toujours en phase de reconstruction depuis le gigantesque incendie qui avait ravagé une partie de la raffinerie de Limbé en 2019. Et en 2026, plusieurs avancées ont été annoncées. Le conseil d'administration a validé un vaste plan baptisé Para 24 destiné à relancer les activités de raffinage sur 24 mois. Un budget de près de 292 milliards de francs CFA a été approuvé pour la première phase de réhabilitation et la Sonara continue pour l'instant d'importer des produits pétroliers raffinés afin d'assurer l'approvisionnement au Cameroun. Bon, des discussions stratégiques ont été engagées avec la raffinerie nigériane Dangote pour un partenariat technique et financier. Le gouvernement camerounais cherche encore des financements supplémentaires pour achever la construction, mais en attendant, on a un budget de près de 800 milliards de francs CFA qui a été dépensé seulement en 2025 pour importer le carburant au Cameroun. Ça donne simplement les mots de tête, Sandrine, ça donne simplement les mots de tête, mais après on a envie de croire que lors de la reconstruction de la raffinerie, ça pourra produire et donner, n'est-ce pas, de l'épaisseur à l'économie du Cameroun. Tous les jours on se plaint de ce que la balance est déficitaire, la trésorerie camerounaise est déficitaire, on n'a pas de moyens. Tous les jours on se plaint, mais quand vous voyez les chantiers qui sont engagés, les budgets qui sont à chaque fois définis, vous vous demandez bien où est-ce qu'on prend de l'argent. Où est-ce qu'on prend de l'argent? Et bien évidemment, c'est une rhétorique simplement pour dire, on connaît tous là où on prend de l'argent, il y a le FMI qui sera toujours la porte ouverte pour qu'on aille faire des prêts. Mais comment va-t-on rembourser cela? Comment un pays qui souhaite se développer peut être autant endetté? Ça ne nous empêche pas d'avoir des pénuries, parce qu'il y a 2 ans, on a vécu une pénurie générale au Cameroun des produits pétroliers. Et on a constaté, on a même vu l'impact sur l'économie et sur les prix qui ont augmenté. C'est bien ce que oui. C'est bien justement ce que je suis en train de démontrer pour dire qu'à chaque fois on est en train d'élever les budgets. Non, je vais même pas dire élever parce que à chaque fois on a des budgets aussi faramineux que cela. Mais pour quel but? Pour quel résultat? On est encore en train de tourner sur place. On est en train d'avoir de l'argent qui sort, mais les problèmes qui ne sont pas résolus. On parle de près de 800 milliards qui sont en train de sortir pour la reconstruction de la raffinerie. Mais vous-même, vous venez d'indiquer qu'on a toujours les problèmes de carburant. Ça veut dire qu'on reste au point mort. À quoi donc sert cet argent à chaque fois, ces endettements à chaque fois, si le problème de fond n'est pas résolu? Et une fois qu'on a les problèmes de carburant, vous allez voir que ça va déteindre sur les autres petites denrées que vous connaissez tous. Le prix de la tomate qui va augmenter parce qu'on va dire que la voiture qui partait de Mélon avec ces tomates-là pour venir ici au marché Sandaga évacuer cela, la voiture n'arrive plus à prendre le carburant. Donc du coup, ça va augmenter. Il y aura cette inflation-là. Autrement dit, la dette ou alors cet argent qu'on va contacter pour venir reconstruire la raffinerie ne va pas profiter aux petits Camerounais que nous sommes. Vous et moi, nous sommes dans notre quotidien. C'est encore nous, parce qu'on va élever les enchères, il y aura inflation des prix. C'est encore nous qui, d'une certaine manière, avec l'argent, parce que vous et moi, on n'aura pas tellement le choix que d'aller payer cette tomate qui aura doublé, voire triplé sur le marché pour vivre, pour nous nourrir. Et du coup, c'est encore nous qui allons, avec nos petites mains, nos petites économies, contribuer à payer cette dette-là. Pour un problème qui va demeurer, à savoir quoi? La pénurie du carburant. Ça va demeurer. Donc finalement, à quoi nous sert à chaque fois cette reconstruction si ce n'est pas pour le bien-être des populations? Ailleurs, dans les pays qui sont sérieux, lorsque on débourse de l'argent pour mettre en œuvre un projet, c'est qu'on pense au bien-être des populations. On pense de prime abord au bien-être des populations. Qu'est-ce que cela pourra apporter comme changement, comme amélioration dans leurs conditions
de vie au quotidien. Si ça ne va pas le faire, je crois qu'on va revoir là-bas dans les pays les plus où les choses se font un peu de manière sérieuse. Je crois qu'on revoit dans la balance, on revoit le budget, peut-être même on trouve des solutions palliatives pour qu'à la fin de la journée, ça ne pèse pas davantage sur le petit peuple et que ça résolve véritablement leurs problèmes de fond, à savoir l'amélioration de leurs conditions de vie. Et voilà, moi j'ai même envie de dire quelque chose, hein. C'est-à-dire que quand on a pris 800 milliards pour investir quelque part, qu'on utilise les 800 milliards pour ce problème, que ce ne soit pas le genre, c'est-à-dire que le problème lui-même, un peu comme je parlais hier au maçon dans la prière, que tu demandes 10 sacs de ciment et alors que tu vas utiliser 3 sacs. C'est-à-dire que si tu as posé le problème et tu as dit que le problème ne peut être résolu qu'avec 800 milliards, quand on te les donne, résout le problème à cette juste valeur. Parce que nous savons comment ça va se passer. Et tout le temps, les Camerounais sont toujours endettés. En fait, le Cameroun, pas les Camerounais. Le Cameroun est toujours endetté. Alors que d'une façon ou d'une autre, on récupère cet argent dans les poches de nous autres, le Camerounais lambda. Parce que quand on a déjà pris un prêt de 800 milliards, je crois quand même qu'après réflexion de ceux qui sont en train de dire qu'ils vont arranger là-bas, on va augmenter le carburant. Et puis maintenant, quand on arrange, on augmente le carburant. Moi qui viens prendre le taxi, parce que tu vas aussi entendre que le taxi a augmenté. Raison pour laquelle le oiseau n'arrive pas à sortir de la circulation, parce qu'il y a des gens qui continuent à faire circuler le carburant illicite dans le pays parce qu'ils n'ont plus de moyens. Il faut bien vivre, il faut bien que les benzinines fonctionnent, il faut bien que les taxis fonctionnent et tout le reste. Et tu as parlé de 800 milliards, mais il faudra relever également que c'est un problème systémique au Cameroun. On trouve le même système, on trouve le même schéma un peu partout, dans tous les secteurs. Hein. L'argent qui est mis pour certains projets, mais qui n'est jamais utilisé comme il se doit. Voilà. De l'argent mis pour arranger les routes, mais la moitié de cet argent est utilisé, le reste est dans les poches des autres, et puis ça craint quoi. C'est un problème du Cameroun. Et justement, pour être d'accord avec Yoyo, tout ça, c'est-à-dire que on arrive à remarquer qu'effectivement, l'argent, le budget que vous-même, vous avez souscrit pour pouvoir faire une œuvre, finalement, n'a pas servi à ce pourquoi est-ce que il a été souscrit. Parce que sur le terrain, on voit que rien n'a été fait. Et quand on voit que rien n'a été fait, finalement, on peut s'interroger que tout l'argent dont a servi, à quoi à la fin de la journée? À quoi de la journée? Vraiment important. Voilà. Quand elle parle du carburant illicite, l'État a interdit la commercialisation et la consommation du carburant illicite au Cameroun, mais ils vendent ça en pleine rue. Ces commerçants-là ne sont pas... L'État est où? C'est ça la question. On n'arrive pas à arrêter ce phénomène. On a déjà fait des efforts. Je crois bien que ça fait plus de 10 ans, ça fait presque 15 ans que j'entends parler de la lutte contre le zoazois. Comment on l'appelle localement? Et quand on connaît les dégâts que le zoazois fait sur les moteurs des voitures. Une femme enceinte dernièrement, sa boutique a carrément explosé avec elle à l'intérieur. Moi, mon problème est qu'on sait déjà que le Camerounais finit toujours par payer les dettes qu'on peut prendre par-ci par-là, mais qu'on remette ces dettes-là. Parce que d'une façon ou d'une autre, je te dis que quand on augmente déjà le carburant, ça veut dire que toi et moi, nous allons payer ça. Parce que si le taxi monte de 25 francs, c'est déjà une façon de rembourser doucement. Mais pourquoi est-ce que ça n'arrive pas là-bas et nous sommes toujours endettés? Les Camerounais ont eu du mal à digérer le fait que le taxi est monté de je ne sais combien, de 250 à 350. C'est quand même très difficile et c'est pénible. Moi, j'ai connu le taxi à 100 francs, j'ai connu le taxi à 125, j'ai connu le taxi à 150. Moi également. 150, oui. Et puis à 200. Bon, 250 aussi. Et puis c'est monté, bam! 300. Et ne vous étonnez pas que l'année prochaine, ça risque encore d'augmenter. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Bon, en même temps, avec les choses qui se passent et telles que les choses se passent. Ils ont donné 24 mois pour la reconstruction de la raffinerie Sonara, la partie qui était consumée d'une façon ou d'une autre, on va rembourser. Depuis janvier, on compte encore. On attend peut-être d'ici mi-2027. On aura une solution à ce problème qui dérange énormément les consommateurs qui sont nous, les Camerounais. La voix du consommateur titre ce matin: explosion mortelle de Métafrique. Métafrique est cette entreprise qui est responsable du recyclage du métal. Oui, le recyclage du métal. Le journal titre...
Oh, le temps pour moi de retrouver ma fiche. Le journal titre le ministère des Mines et de l'Industrie et du Développement technologique complice. C'est une rhétorique. Selon le journal La Voix des consommateurs, après Aérométal, la tragédie frappe encore la zone industrielle de Douala. Le mutisme du Minmit face au sacrifice des travailleurs camerounais est un aveu de culpabilité. Entre inertie et absence de bilan, le gouvernement abandonne-t-il ouvriers au profit des capitaux étrangers? La voix du consommateur brise long métrage sur ce carnage de Métafrique Steel qui endeuille des familles. Moré? Des familles endeuillées et une fois de plus un État ou alors un gouvernement qui est démissionnaire. Oui, l'État est le garant de la sécurité de nos populations. L'État, lorsqu'il démissionne, c'est une autre manière de vous dire que bon, prenez vos pelles, allez vous-même déjà creuser votre fosse et enterrez-vous. Je crois que nous sommes en plein dans cette... d'absence de bilan, c'est qu'il y a eu explosion, on ne sait pas combien de personnes ont été blessées, on ne sait pas combien de personnes sont mortes, et puis le ministère même chargé de faire ce travail-là est absent. Oui, il est absent, il ne parle pas. Pourquoi est-ce qu'il doit avoir bilan? S'il doit avoir bilan, c'est parce qu'il doit avoir prise en charge, en fait. Mais justement, on ne peut pas prendre en charge si on n'a pas fait de bilan. D'où la remarque, l'observation selon laquelle le ministère de tutelle est démissionnaire. Ça montre davantage que... Non, le pays s'y fait peur quand même. Le pays s'y fait peur quand même dans la mesure où... Vers qui est-ce que finalement on va se tourner si ceux qui sont garants de notre sécurité finalement eux-mêmes déjà, imaginez un peu Sandrine, vous êtes avec votre petit frère à la maison et le tonnerre est en train de gronder comme hier par exemple, il y a eu une pluie, le tonnerre est en train de gronder pendant que le petit frère est dans le lit avec vous à la maison ou bien votre enfant dans le lit avec vous à la maison est en train de se rapprocher de vous pour essayer de trouver votre chaleur et d'être en sécurité, vous vous fuyez. Si vous vous levez, vous fuyez, quel est le message que vous renvoyez à votre enfant? C'est le sauve qui peut. Ça veut dire qu'il ne peut pas compter sur vous. Et on est en plein dans ce cas de figure-là. Il n'y a pas de constatation, il n'y a pas d'observation, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de statistiques. Et donc, il ne peut pas avoir de prise en charge. Peut-être de recasement pour ceux qui auront perdu des édifices, des bâtiments, des commerces ou je ne sais pas moi quoi derrière. Mais dans le même temps, ceux-là qui aujourd'hui sont des sinistrés, hier, avant d'être dans les sinistrés qui sont aujourd'hui, leurs activités contribuaient à renforcer le tissu économique. Donc, d'une autre manière ou d'une autre, nous autres petits peuples, continuons de vivre pour quand même essayer de faire vivre l'économie camerounaise. Oui. Mais une fois que nous sommes mis en mal, cet État camerounais, ce gouvernement camerounais nous tourne le dos. C'est là, c'est dans ce cas de figure qu'on est. Et c'est déplorable, c'est déplorable parce que après la conséquence, c'est des gens qui vont quitter le Cameroun pour aller en Guinée équatoriale, alors que c'est les Guinéens qui venaient beaucoup plus au Cameroun. Hier, à Stéphane Moré, il faut le rappeler, on parlait de l'esclavagisme dans les entreprises étrangères basées au Cameroun même. Oui. Rappelons que Métafrique Steel est une entreprise indienne. Oui, elle a récemment été touchée par une violente explosion. On sait qu'il y a eu des morts, on sait qu'il y a eu des blessés, mais il n'y a pas de bilan, il n'y a aucun communiqué qui a été fait là-dessus. Donc, on se demande bien si c'est que notre gouvernement ou nos dirigeants nous ont abandonnés entre les mains de ces étrangers-là qui viennent ici au Cameroun pour nous traiter comme du bétail. L'évidence est là. Oui, c'est quand même alarmant. Hein. C'est choquant. Oui. L'évidence est là, évidemment. L'évidence est là. Vous êtes choqués, mais je crois que c'est l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Et le dire ici, c'est pas faire offense à quelqu'un. Le dire ici, c'est pas attaquer quelqu'un. C'est simplement un constat qui est là, qui est alarmant. Oui, monsieur Grégoire Ouna, pour le cas de Sinosmart, peut-être s'est levé. Espérons que ça fasse, que ça ait valeur de contagion sur les autres aspects. Mais on va davantage déplorer ce cas de figure. Après, faudra pas être étonné de ce que beaucoup vont chercher à s'expatrier pour aller chercher de meilleures conditions. Parce que peut-être là-bas, il y aura une justice sociale. En France, par exemple, que nous tous nous connaissons que nous connaissons plus ou moins un peu bien. En France, quand vous tombez, que vous soyez français ou pas, on vous prend d'abord en charge. Cette sécurité sociale fait que vous avez une certaine garantie sur laquelle vous pouvez déjà partir pour pouvoir vous mouvoir.
Vous avez droit au travail, que vous ayez un passeport français ou pas quand vous y arrivez. Et ça, c'est un ensemble d'éléments qui vous permettent donc aux uns et aux autres de vous sentir humain encore, de vous sentir quand même impliqué, de vous sentir quand même engagé, de vous sentir quand même intéressé ou alors intéressant par la société dans laquelle vous vivez au quotidien. Mais dans le cas échéant, on a l'impression que ici au Cameroun, c'est plutôt le contraire. Ceux qui ont droit de vie et de mort sont ceux qui, et une petite minorité d'ailleurs, qui aujourd'hui ont tous ces privilèges-là. Et donc, c'est déplorable davantage. Où sont-ils? À quoi servent-ils? Et rappelez-vous que c'est aussi ce petit peuple que vous êtes en train d'abandonner aujourd'hui qui vous ont mis à ces fonctions-là. Moi, j'ai même comme impression que vous parlez de l'abandon, peut-être vous ne connaissez même pas jusqu'à quel point. C'est-à-dire que le Camerounais est abandonné à lui-même au point où il est son propre ministre, il est lui-même employeur et il est employé. Parce que vous voyez ce qui se passe même dans les sociétés ici. Personne n'a un contrat de travail. Et puis maintenant, la CNPS ne vous connaît pas. C'est-à-dire que chacun sort de chez lui, il vient se remplir les poches ici et il esclavagise les Camerounais. Parce que même si on te donne un salaire et que tu n'es pas reconnu quelque part, c'est toujours une forme d'esclavage. C'est aussi une forme d'esclavage. Voilà maintenant que les gens ont péri quelque part. Il n'y a pas de traçabilité. On ne peut pas savoir quel nombre de personnes étaient dans cette entreprise. Parce que justement, à part cette entreprise qui connaissait le nombre de ses employés, il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté. Le ministre du Travail ne connaît pas le nombre d'employés que cette société avait. La CNPS ne vous connaît pas, n'est même pas au courant que cette société existe et tout ça. C'est-à-dire que chacun fait comme il veut. C'est pour cela que quand vous leur demandez, ils vont passer par où? Peut-être tous les papiers où on avait écrit sur un bout de papier. Dis-moi ton nom. Oh mais, dis-moi tout ça est dans les flammes. Voilà, Flora Jingla, did you have anything to add on this information? No, I guess we basically said the most important thing. What Cameroonians are going through now, the ordeal and whatsoever, we are responsible in one way or the other for whatever is happening to us. Because when we, first of all, anyway, I cannot entirely say we're responsible, because when things are happening to us, we should try to always say something. That's the reason why we are given the voice to talk out. We here are the voice of the voiceless. So when we speak out on certain issues, even if it takes time, it's going to take some time, but somehow, somewhere, the solution is going to come. On a vu beaucoup de choses se passer ici au Cameroun et les gens ont tellement pleuré pendant des années, mais finalement, quelque part, la solution a toujours été retrouvée. Donc, on reste optimiste, on garde toujours la foi et on se dit, bon, il y a des meilleurs jours devant. Le ministère qui a été interpellé par la voix des consommateurs ce matin, c'est le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. S'il n'était pas au courant que cet incident s'est passé de ce côté-là, j'espère qu'il est au courant maintenant et qu'il va faire une descente sur les lieux. Une enquête sera ouverte pour d'abord déjà connaître dans quelles circonstances est-ce que cet accident s'est produit, faire un bilan et pourquoi pas dédommager les familles. Nous terminons cette revue de la presse avec le journal L'étudiant quotidien qui titre « Violence basée sur le genre, la réponse universitaire ». Oui, face à la montée des féminicides et des infanticides, l'université entend analyser les comportements liés à la violence, leurs mécanismes et leurs causes, afin de proposer des stratégies de réduction efficaces. C'est le rôle que joueront les universités d'État du Cameroun à l'issue de l'atelier des 2 jours sur la protection des femmes et des personnes vulnérables ouvert hier à l'université de Yaoundé. L'objectif est de bâtir une réponse coordonnée face à l'escalade des violences. Comme Yoyo l'a dit, c'est encore le Camerounais qui est son ministre, c'est le Camerounais qui est l'employeur et son employé. Parce que je pense qu'il y a un ministère qui doit faire ce travail. Je ne sais pas pourquoi l'éducation supérieure, bien sûr, mais je crois que le ministère aussi de la promotion de la femme et de la famille, voilà. Oui, c'est elle qui doit venir avec des stratégies pour pouvoir identifier et puis lutter, pourquoi pas éradiquer même les violences basées sur le genre. Mais si tu ne fais rien, oui, il le faut Camerounais est obligé de se lever. Mais j'étais en train de dire que je crois bien que cette démarche
de rencontrer les universités et commencer par cet espace qui est un espace où on arrive à acquérir de la connaissance. C'est aussi un moyen de passer le message d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que la bonne éducation commence à la maison, mais dans l'institut universitaire ou bien dans le secondaire, on a l'occasion également d'apprendre certaines choses, d'apprendre même à nos enfants des mécanismes, des choses qu'il ne faut pas faire ou bien des choses qu'il faut faire. Parce que même un enfant à l'université, en première année ou bien en deuxième année, ça dépend de comment il a été élevé, ne connaît pas et n'identifie pas. Par exemple, je prends un exemple, les comportements de quelqu'un qui a tendance à être abusif envers elle ou bien envers lui. Alors, tu vas voir quelqu'un qui vient vers toi, il se dit qu'il est ami, il est ton ami, et puis au bout d'un moment, tu comprends que cet enfant n'a pas la même éducation que moi, cet enfant a des tendances bizarres, et tout cela explique pourquoi il y a certains abus encore qui sont vécus dans l'espace universitaire. Donc, je crois bien que c'est une bonne démarche à passer aussi, passant aussi par les universités. Une démarche qu'il faudra être prise en compte également par l'enseignement secondaire et également le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Dans un problème systémique, on a des responsabilités à deux niveaux. La responsabilité collective et la responsabilité individuelle. La responsabilité collective, c'est comme vous l'avez évoqué, l'implication des autorités en charge, n'est-ce pas, dans le secteur précis, dans la gestion de la crise en elle-même. Et on a la responsabilité individuelle qui est justement les familles, les individus que vous et moi nous sommes. Et je crois que c'est dans le deuxième cas que nous devrions inscrire cette réponse universitaire. Il y a pas mal de choses quand même, moi je vais relativiser cela, qui sont déjà faits sur le plan des différents ministères que vous avez évoqués en charge de la femme et de la famille et de la femme, l'éducation sociale, tous ces ministères-là qui tournent, qui gravitent autour de l'éducation et de la famille. Je crois qu'il y a déjà des stratégies qui sont mises sur pied. Il y a même déjà sur le plan juridique, un certain nombre d'instruments juridiques qui, lorsque quelqu'un était pris en flagrant délit, n'est-ce pas, d'agression ou bien de violence, il y a déjà un certain nombre d'instruments juridiques, n'est-ce pas, qui serviraient à le poursuivre. Ils sont très très légers, hein, parce qu'on ne punit pas assez les non, Sandrine, je vais peut-être vous décevoir. C'est pas léger. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi encore? Le problème, c'est que dans ce cas, beaucoup se taisent encore, en fait. C'est ça le problème, c'est que beaucoup parfois acceptent. Mais ceux qui sont arrêtés, qu'est-ce qu'on fait de lui? Le monsieur qui a roué sa femme de coups et qui l'a tué sous ses coups de poing, qu'est-ce qu'il a reçu comme peine? C'est ça, il a eu 25 000 à payer. 50 000, il a une peine de, je crois, 5 ans de prison. Bon, encore que je n'étais pas, vous et moi, n'étaient pas dans l'indiscrétion des enquêtes, parce que oui, on nous dit qu'il y a eu. Voilà. Quelle enquête encore? C'est évident, elle est morte. Si elle vivait encore, vous êtes sûr qu'en dehors des 25 000 là, il n'a pas été condamné, rien. Ok. Non, mais il a fallu que les gens crient, que les Camerounais se lèvent pour qu'on rappelle l'affaire. Très bien. Et puis, très bien. En fait, ce que je veux mettre en exergue. Voilà. En fait, ce que je veux mettre en exergue, c'est la difficulté de gestion de ce cas. Mais c'est pas que ça n'existe pas. Il y a des cas qui existent. Il y a des instruments juridiques qui existent. Maintenant, justement, les cas que vous êtes en train d'évoquer peuvent donc justement interpeller la responsabilité individuelle. Et c'est là où l'université entre en charge. C'est-à-dire que l'université, et Flora l'a si bien dit, l'université vous donne des outils pour que au quotidien, avant que, je sais pas moi, le commissariat arrive, la gendarmerie arrive, ou bien un responsable du ministère de la famille et de la femme arrive, avant qu'il n'arrive trop tard peut-être, que vous ayez déjà fait quelque chose pour votre vie, pour votre sécurité. Que c'est peut-être, c'est justement à ce niveau-là qu'on ne... On leur apprend quoi, le karaté? Non, pas le karaté. Par exemple, comme Flora l'a dit, il y a des personnes qui ont des approches insidieuses. C'est-à-dire que sa façon de vous mettre en confiance, vous ne voyez pas qu'il commence déjà à être... violents, on les appelle des pervers narcissiques. Voilà. Vous n'identifiez pas en ce moment-là. Il est tout beau, tout jeune. C'est un exemple que je prends pour montrer. Parce que l'université, c'est l'environnement de la science, du côté intellectuel. Donc peut-être là-bas, on est en train déjà de leur donner les outils pour déjà identifier les agresseurs et de manière toujours scientifique pour déjà commencer à leur faire face. Parce que l'une
des causes aussi du féminicide, des violences physiques élevées est souvent aussi l'attitude des partenaires. Je préfère mettre partenaire parce que même les hommes aussi, pour la plupart, c'est une faible minorité, mais ça existe. La plupart, il y a aussi souvent la réponse. Oui. Comment est-ce que vous vous comportez quand vous sentez déjà que la pression monte? Oui. Quand vous êtes à la maison avec votre partenaire? Non, Maurice. Peut-être donc à l'université, Oui. on vous donne donc ces armes pour savoir comment vous comporter en attendant. Parce que comme vous savez, le feu est déclenché, mais très souvent les pompiers arrivent tard. Vous savez, on a tous vu ces films policiers là. Le feu arrive tard, parfois quand ça a tout pris. Mais quand c'est là, on vous donne, les secouristes vous donnent les outils de premier, on va dire quoi, Première nécessité. de First première aid. nécessité. Pour que, au moins vous évitiez le temps que les sapeurs. Moi, j'ai même envie de savoir là où les chefs des quartiers là sont souvent. Les voisins sont souvent où? Parce que on ne se lève pas un matin comme ça et on tue son conjoint ou ça. On la violente. On commence d'abord par des bagarres, par des tendances de violence. Voilà, les petites tendances. Et je crois que les voisins sont souvent là. Voilà, si on m'avait même dit que peut-être on est en train de préparer les prochains voisins, c'est-à-dire qu'à l'université, on est en train de préparer les gens que si demain ou après-demain, tu es à côté d'une personne pareille, il va falloir que tu ailles vite dénoncer cela, parce que ça peut être que la personne elle-même a peur. Te le dit, Des fois aussi, elle a mais peur. toi le voisin, tu peux au moins sauver cette personne. Vous revenez donc à ce que je disais, Oui. que parfois, des fois, donc, le traitement du cas est tellement sensible. À côté du fait qu'il y a le silence des voisins, à côté du fait qu'il y a beaucoup qui vivent avec la peur, il y a que beaucoup, on a tapé hier. Et elle est repartie. Elle est repartie le C'est jour pour ça d'après. que les voisins ne veulent Voilà. même pas se voir. C'est voilà, c'est entré dedans. Oui. Voilà. Parfois, Le voisin on te va demande, venir- va on venir te demande, dire c'est que- toi-même qui dis moi. On m'a Voilà. tapé quand? C'est pour ça vous que- ne vous occupez pas de vos problèmes. Voilà. Dans les problèmes Voilà. des C'est gens. pour Vous- ça vous que le rejoignez, donc, comme finalement, quand je dis que c'est le Aurélien cas. a dit, c'est pour ça que l'université est en train de vouloir aider ces victimes-là à identifier le comportement des personnes violentes, parce que souvent nous sommes en proie de ces narcissiques-là et puis on s'en rend même pas compte. Des fois, on est en train d'aller vers ce genre d'acte, mais nous-mêmes qui sommes les victimes, on ne s'en rend pas compte. Donc, On c'est est ça même le conscient, mais quelque part, au fond de nous, on oui, n'arrive on veut même se pas convaincre Oui. du contraire. Donc, c'est important toujours de le savoir. Moi, Il est 8 heures par passées amour, de ça va 8 minutes. changer. Non, par amour, ça va changer. Mais lui prend confiance de mal en Moi, pis, quand et on puis m'aime vous même faites d'abord longtemps. trop, là, moi, je suis bien inquiète. Je n'aime pas l'excès d'amour. Syndrome là. de Stockholm. Ok, je vais rappeler la thématique. Ce journal a officiellement fermé la revue de la presse. C'était le journal L'étudiant, voilà, qui a fermé la